Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. Comment la ville d'Antibes-Juan-les-Pins est-elle parvenue à transformer son paysage urbain tout en préservant son identité ? Quelles règles d'urbanisme et de construction ont été mises en place pour conserver ses spécificités architecturales ? Dans ce nouvel épisode au cœur de l'action, Jean Leonetti vous apporte les réponses. Jean Leonetti, bonjour. Bonjour. Cette semaine, à Sofia, vous avez posé la première pierre du campus des Amandiers. En quoi cette nouvelle construction est-elle originale ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Oui, elle a un caractère d'exemplarité. Parce qu'en réalité, d'abord, on construit sur quelque chose qui était déjà construit et on déconstruit plus que ce que l'on construit. Et la façon dont on construit est différente de la façon dont on construisait il y a 20 ans. On a cette expérience à Sophia Antipolis où on voit, par exemple, que des bureaux, on les fait muter en logements. Et ces bureaux, qui sont vétustes, qui sont anciens, on pourrait tout raser et puis tout reconstruire. Et là, il y a une réutilisation des espaces avec une diminution de l'artificialisation des sols, associée à une plantation de 250 arbres et associée au fait qu'en fait, on trouve la véritable mixité. On se plaint souvent de dire qu'il ne faut pas que les gens tombent dans les embouteillages. Sophia Antipolis, ça se développe, c'est vrai, mais ça entraîne des embouteillages. Une des façons d'éviter les embouteillages, c'est de faire en sorte que les gens qui travaillent à Sofia vivent aussi en partie à Sofia. Il y en a déjà 12 000 qui vivent sur Antibes, mais comme il y a 46 000 salariés, on n'arrivera pas à faire vivre tous les salariés de Sophia Antipolis sur Antibes. Donc c'est une bonne stratégie. Et puis en même temps, on construit de façon différente, avec des bétons bas carbone, avec une réutilisation des matériaux détruits. Donc il y a un côté vertueux, un côté environnemental, un côté social, puisque on passe de bureaux uniques à des bureaux plus logements pour étudiants ou pour doctorants. Et puis on passe aussi, et à mon avis surtout, sur une construction qui est moins importante que ce qu'elle était. Avec une nouvelle façon de vivre, on parle de co-living, de partage de loyers. Oui, alors bien sûr, Sophia Antipolis est un modèle un peu particulier. Là, on a des gens qui viennent du monde entier. Il y a 90 nations à Sophia Antipolis. Quelquefois, il reste 1 an, 2 ans. Et donc, ces gens qui viennent du monde entier, ils ne peuvent pas acheter une maison. Ils ne peuvent pas avoir droit au logement social, et ça fait partie de ces logements intermédiaires et cette classe moyenne qu'il faut loger, et c'est dans des lieux dans lesquels, des fois, ils prennent un logement avec des meubles, parce que pour rester 1 an, ils ne vont pas se meubler, puis ensuite revendre les meubles. Et donc, c'est aussi une nouvelle façon de vivre à Sophia Antipolis. Ce type de logement a vocation un jour à arriver sur Antibes aussi ? Oui, dans la partie nord, on en discute avec Carrefour. Carrefour a accepté de réduire ses ambitions de grande surface à peu près au même périmètre que ce qu'il a aujourd'hui, en le rénovant. Et il y a des terrains autour, et sur ces terrains, il nous propose de faire ce co-living et ce logement étudiant. Je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est à la frontière entre l'université qui se trouve sur Sophia Antipolis et puis la vie d'une cité moyenne comme celle d'Antibes-Juan-les-Pins, avec ses loisirs, son théâtre, ses jeux de sport, ses cinémas, ses boutiques, etc. Après des années d'une urbanisation dense, en 2019, vous jetez les bases d'une nouvelle façon de construire en les inscrivant dans le plan local d'urbanisme. Et votre credo, c'est construire moins mais construire mieux. Vous y êtes arrivé ? On y est arrivé, mais enfin, il faut rappeler comment les choses se passent. Vous avez les années 70-80, on fait des tours, On fait des tours, et les tours à Antibes, les plus de 5, 6, 7 étages, ça date des années 70, il n'y en a plus après. Après les années 80, il n'y a plus de ce qu'on qualifie aujourd'hui abusivement de béton, de bétonnage. Ensuite, il y a une période plus calme, et puis arrivé en 2013-2014, ce qu'on oublie, ça s'appelle les lois Duflot. Les lois Duflot, elles bétonisent, alors que c'est une ministre écologiste, parce qu'elle densifie. Elle considère qu'on n'occupe pas assez l'espace. Et donc, par exemple, il y a une chose que les gens connaissent, vous aviez une villa, vous pouviez construire que sur l'endroit où la villa était déjà construite. Bien là, on vous dit, il n'y a plus de, entre guillemets, zone édificandi, on peut construire partout. Et donc, si on peut construire partout, on peut construire beaucoup plus. On s'aperçoit effectivement à ce moment-là
d'une augmentation très nette des promotions immobilières qui risquerait de défigurer la ville. Et c'est pour ça qu'en 2019, on fait un nouveau PLU qui est beaucoup plus restrictif. On diminue de 30% les possibilités de construction sur la ville. On limite les hauteurs à 4 étages. On dit que le 4e étage doit être en retrait pour ne pas donner une image agressive sur la rue. On fait reculer les bâtiments en dehors du cœur de ville, du 2/3 de la hauteur des bâtiments. On oblige à la végétalisation et en même temps, on lance la ville-parc. Donc, il y a effectivement une mutation, mais qui est une réaction à des lois qui, bien sûr, c'est toujours plus facile de chauffer un immeuble ou une tour que de chauffer X villas individuelles. Mais le rêve français, c'est pas de vivre dans des tours. Donc, il faut que nous soyons capables de concilier à la fois une vie, je dirais, familière, de proximité, au fond, une ville-village. Une ville-parc, une ville-jardin. Et puis, en même temps, faire en sorte qu'on puisse, sur le plan du développement durable, être économe en énergie. Et je crois que c'est effectivement la marque de ce PLU. Ces constructions hautes que vous semblez balayer d'un revers de manche, est-ce qu'elles n'ont pas quand même certaines vertus, notamment celle d'utiliser moins d'espace au sol ? Oui, alors elles ont une vertu évidente, c'est que plus on vous construit en hauteur, moins vous occupez l'espace au sol. Et c'est un peu la loi ZAN, la loi zéro artificialisation nette des sols, qui nous y pousse. Néanmoins, la vie dans une tour, c'est pas la même vie sociale que la vie dans un petit immeuble de 3 à 4 étages, entouré de verdure. Et donc, c'est ce modèle-là, le modèle anti-bois. Donc, est-ce qu'il faut privilégier l'environnement et l'artificialisation des sols, ou est-ce qu'il faut privilégier le lien social qui peut s'établir entre les personnes ? Et on a choisi les deux. On a choisi les deux parce que l'artificialisation des sols a reculé très nettement sur la ville d'Antibes. D'abord parce qu'il y a des endroits qui étaient artificialisés, qu'on a désartificialisés, pardon du terme un peu barbare, pour en faire des jardins. Et si aujourd'hui il y a 22 jardins supplémentaires dans ce mandat, c'est à la place d'endroits qui pouvaient être construits ou qui étaient construits. Le meilleur exemple, c'est l'exemple de Lacan, où il y a un jardin de 3000 mètres. Ce jardin de 3000 mètres, il était construit. Donc ça veut dire qu'à la place d'une zone artificialisée, on a désartificialisé, on a fait un jardin. Bien entendu, ça a un coût, mais je pense que c'est le coût à payer pour qu'on ait effectivement une perte de gains potentiels si on le laissait construire, mais c'est aussi un gain pour l'avenir et pour une ville qui continue à être une ville-village avec ses traditions, ses quartiers, sa proximité, sa possibilité d'aller à 10 minutes à pied à un commerce, la possibilité d'aller à un quart d'heure après d'un parc ou d'un jardin. C'est un objectif qui est un objectif d'une grande ville-village. Voilà, et d'avoir l'impression que dans son quartier, on vit quelque chose qui est de l'intime, du familier, du familial, de la proximité tranquille. Et c'est un peu l'image qu'a la ville d'Antibes. Je rappelle qu'on n'a pas de banlieue et c'est une stratégie qui est mise en place depuis plus de 30 ans. Si on avait concentré les logements sociaux à un endroit, si on avait fait des tours à un endroit au nom de la non-artificialisation, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait les mêmes problèmes que nos villes voisines. 60 000 logements déjà construits à Antibes. En réalité, la ville est déjà construite. Quelle est votre marge de manœuvre pour modifier le paysage urbain ? Est-ce que vous en avez vraiment une ? Elle est limitée, bien sûr, puisqu'il y a des règles nationales, il y a des lois nationales, comme la loi d'obligation de faire des logements sociaux en pourcentage. Mais l'avantage et l'inconvénient de la ville d'Antibes, c'est qu'elle a encore beaucoup d'espace à bâtir. Donc, est-ce qu'on les consomme ou est-ce qu'on les protège ? Moi, je pense qu'on doit les protéger et les consommer avec beaucoup de modération. Parce qu'un jour, il n'y en aura pas. Et donc, si on n'a pas pris les précautions de faire des villes-parcs, des villes-jardins, si on n'a pas pris la précaution de déplacement, de l'utilisation de la voiture, qui continue à être le mode de déplacement le plus fréquent, si on ne prend pas en compte des facteurs qui sont des facteurs humains, sociaux, et non pas uniquement des facteurs arithmétiques ou bien des régulations ou des législations, eh bien on se retrouve un jour surpris de dire « Ah bien tiens, là-dedans, ce quartier, il s'est déshumanisé ». Et donc ce qu'il faut, c'est continuer à humaniser les quartiers. Dans chaque quartier, par exemple, ça peut paraître anecdotique, il y a une fête de quartier. Et il y a un endroit où il n'y a pas encore de fête de quartier, c'est le quartier Croix-Rouge. Eh bien cette année, on va faire une fête de quartier dans le quartier Croix-Rouge parce que
Faire une fête de quartier, c'est brasser les populations, c'est faire un jeu de boules, c'est partager un banquet ou un buffet, c'est avoir un petit spectacle, c'est faire venir des enfants, c'est avoir la notion qu'on n'est pas dans une ville déshumanisée, qu'on est dans une ville qui continue à vivre à l'échelle de son quartier. Et puis bien sûr, il n'y aura pas un théâtre par quartier, un cinéma par quartier. Mais l'important, regardez comme La Fontaine a une vie autonome et propre. Regardez comme Saint-Même a une vie autonome et propre. Comme les Sans-Boules aussi ont réussi à créer un village à l'intérieur de la ville. Comme le Safranier et l'âme du vieil Antibes, comme Juan Lépin a une spécificité très particulière. Mais il faut continuer à avoir cette idée. On n'aligne pas des logements. On crée des cœurs de quartier. Là, vous citez des endroits qui ont une histoire, qui sont des quartiers historiques de la ville. Quand on parle des Combes, où l'histoire est un peu moins évidente, façon des quartiers neufs ou récents, dans ces quartiers-là, comment vous insufflez l'identité d'Antibes ? L'histoire, ça se crée. Donc, il faut bien commencer à un moment donné. Effectivement, ces quartiers étaient peu construits ou pratiquement pas construits. Mais le fait de dire, dans ce quartier, on va mettre en plein cœur de ce quartier un parc d'1,5 hectare. On aurait pu très bien dire, on continue à tartiner et à faire du logement. C'était plus rentable pour la ville et ça en serait mieux sorti financièrement. Et pour autant, dans ce quartier qui est quand même un quartier dans lequel l'urbanisation s'est développée ces dernières années, avec des bâtiments qui sont de qualité, il faut y créer un service public. C'est pour ça qu'on y met une crèche. Il faut y créer un parc dans lequel les gens viennent, s'y baladent, un parc pour tous, pas un parc uniquement pour une catégorie d'âge. Et puis aussi, il faut continuer à y développer des cellules de proximité. Ces cellules de proximité, ça peut être du monde associatif, ça peut être du monde ludique, ça peut être aussi du commerce de proximité, même s'il y a des commerçants, il y a des grands commerces qui sont aux portes d'Antibes. Donc je crois qu'il faut qu'on s'acharne à dire... Ici, je le considère comme une centralité. Chaque quartier est une centralité. Dans chaque quartier, je vais y trouver quelque chose. Il y a des choses au Sans-Boules qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a des choses dans le quartier, dans la vieille ville qu'on ne trouve pas au Sans-Boules. C'est évident. Mais qu'on trouve chaque fois cette spécificité et cette complémentarité pour faire une mosaïque de vie plutôt qu'un seul endroit qui vit et puis des endroits où on dort. Il y a des endroits où vous construisez moins et puis il y a des endroits, des secteurs où vous renaturez, où les constructions sont démolies. Oui, c'est en particulier la plaine de la Brague, ou bien sur l'îlot Rébeau, c'est-à-dire dans des endroits qui sont inondables. Donc là, on revient à la nature. Au lieu de dire on va protéger les habitants qui sont dans cette zone, on décide de démolir les maisons en les achetant à l'amiable et de faire en sorte qu'on revienne à la nature. Mais ça, c'est presque plus un sujet inondation et risque naturel qu'un sujet d'urbanisme au sens propre. Jean Leonetti, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Juan Lépin. À la technique, Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.